Radio Grand Lac. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. C'est une autre histoire et c'est en direct sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, chères auditrices. Soyez les bienvenus en direct sur Radio Grand Lac, votre radio de cœur, votre radio autrement, ce grand bain de la vie locale que l'on veut construire avec vous et pour vous sur notre territoire aixois, autour du lac du Bourget, bien sûr à Chambéry et même au-delà. Nous sommes en direct, alors c'est le deuxième vendredi du mois, normalement on a rendez-vous le premier vendredi du mois, mais Julien, notre historien en chef, ne pouvait pas être là vendredi dernier, donc il est là aujourd'hui. Bonjour Julien. Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous. Tu vas bien ? Très bien. Tu es en forme ? Impeccable. Cette année elle a bien commencé ? Très bien. Bon. Beaucoup de travail. Tu as encore plein de choses à nous raconter durant les 12 prochains mois, je pense. Tout à fait. Donc on va pas s'ennuyer. On va te retrouver une fois par mois encore pour nous parler d'un événement qui s'est déroulé le même mois dans l'histoire. Et aujourd'hui, tu vas nous parler des conséquences de la mort de Charlemagne pour l'Europe après avoir parlé de Pearl Harbor au mois de décembre. Donc là, on fait un grand bond dans le temps, là. C'est ça, un grand bond en arrière de plus de 1200 ans, oui, puisqu'on va parler de Charlemagne. 800. C'est ça, parce que Charlemagne est mort en 814, c'était le 28 janvier. 28 janvier, donc nous sommes au mois de janvier. Eh ben écoute, ne tardons pas, on a hâte de t'entendre parler de cette histoire et de l'histoire un peu de la naissance de l'Europe. Tu vas nous en parler mieux que moi et on t'écoute sur Radio Grand Lac, c'est une autre histoire. Est-ce que Jean-Pierre, avant je peux souhaiter les vœux Mais tu es chez toi, Julien. Aux auditeurs de Radio Grand Lac. Donc bonne année à vous, bonne santé pour vous et vos proches. Et bien sûr, pour notre radio préférée, encore une très grande réussite. Merci Julien, merci. Et puis moi je souhaite une bonne année à Marion. Ah bah oui. Oui, voilà. Je lui souhaite aussi une bonne année d'ailleurs. On l'embrasse bien fort. Elle nous écoute. Allez Julien, on y va, c'est parti. Eh ben merci pour tes vœux Jean-Pierre. Et donc nous allons nous plonger au cœur d'une période historique que nous n'avons pas encore étudiée. C'est la 9e émission et c'est la première fois que nous allons nous plonger dans le Moyen-Âge. Et plus particulièrement la période du Haut Moyen-Âge qui va grosso modo du 5e siècle au 10e siècle après Jésus-Christ. Pour la faire courte, le début du Moyen-Âge, il a commencé avec la chute de l'Empire romain, avec la prise de Rome en 476. C'est ce que l'on appelle l'épisode de la déposition du dernier empereur de Rome qui s'appelait Romulus Augustule par un ancien chef entre guillemets barbare qui s'appelle Odoacre, mais ça pourra faire l'objet d'une autre émission. D'ailleurs, vous remarquerez que la date de 476, c'est vrai qu'elle est tellement fondamentale, on en parle très régulièrement. Oui, tout à fait. C'est vrai. Et donc, pendant plusieurs siècles, puisque Rome disparaît à la fin du 5e siècle, il se pose alors une question, et c'est même plus qu'une question, c'est la question, c'est qui peut reprendre le titre d'empereur des Romains ? En fait, c'est-à-dire, qui peut devenir à la fois le chef politique de l'Occident, mais aussi une figure spirituelle, comme le furent les empereurs romains, qui étaient bien sûr des figures politiques, mais aussi des figures religieuses et spirituelles. On l'explique lors de l'émission consacrée à Marc Aurèle que vous pourrez trouver en replay sur YouTube. Et donc, deux problèmes surgissent. En fait, au niveau de la politique, ce qu'on appelle l'Occident, on va parler de l'Europe, est en proie à des guerres incessantes entre des peuples rivaux. Donc on retrouve les Francs, les musulmans d'Espagne, les Saxons, les Lombards. En fait, ce sont les descendants de ceux que l'on appelle plus communément les envahisseurs barbares. Je vais m'arrêter 30 secondes sur ce terme, parce qu'en fait, le terme invasion barbare, il faut prêter attention ni au terme invasion, parce qu'en fait, les populations, elles vivaient déjà sur place, et on peut pas non plus parler de barbares qui définissent ceux qui ne parlaient pas la langue, c'est-à-dire ceux qui ne parlaient pas le latin. Et en fait, ce terme, il n'est pas judicieux non plus, parce que la plupart des peuples que l'on dit barbares, ils étaient pour la plupart romanisés, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà les us et coutumes romaines, et parfois ils étaient même latinisés. Donc quand on parle d'invasion barbare, il faut vraiment mettre des guillemets à ces termes. Et bien sûr au niveau religieux, donc il y a une figure spirituelle qui a émergé, donc c'est plus l'empereur, le chef de la communauté des croyants chrétiens, qui, alors mais c'est le pape, qui est le représentant de Saint-Pierre sur terre. Vous savez, vous connaissez tous Saint-Pierre. Vous constatez alors que le retour de l'empereur romain d'Occident, c'était pas évident. Alors en fait, c'était pas évident jusqu'au 8e siècle et l'émergence d'une famille
composé d'illustres personnages dont la particularité était, alors, au début, de ne pas être roi. Et c'est assez particulier, parce qu'on pourrait penser qu'en fait, ce sont des rois qui ont pris le pouvoir, mais, on va le voir tout de suite, vous allez voir de qui je parle, à la base, ils n'étaient pas rois. Et en fait, on va parler de la dynastie des Carolingiens, dont les membres les plus réputés, alors on va parler de Charles Martel, bien sûr, qui était le maire du palais. C'était l'équivalent du Premier ministre. Voilà, une sorte de Premier ministre. Et il est connu pour avoir repoussé les Arabes à Poitiers en 732. Les Sarrasins. Ensuite, oui, voilà, les Sarrasins. Et son fils, Pépin le Bref, qui a été aussi maire du palais, mais qui devint roi de France. Enfin, roi de France. Je devrais dire roi des Francs. Et enfin, Charlemagne, dit Charles Ier le Grand, qui a été roi des Francs en 768, puis empereur d'Occident. C'est facile à retenir, ça a été en l'an 800 jusqu'à sa mort, on l'a vu, le 28 janvier 814. Charlemagne, il a été 14 ans empereur, mais en tant que roi des Francs, il a régné 45 ans. C'est une longévité exceptionnelle pour l'époque. Nous sommes entre le 8e et le 9e siècle. Vous vous imaginez qu'un règne long de 45 ans, vu la durée de vie on va dire, moyenne de l'époque, à déjà 45 ans de règne, vous imaginez, c'est énorme, parce que déjà, quand on vivait jusqu'à 30 ou 40 ans, déjà, à l'époque, c'était déjà assez exceptionnel. Et si Charlemagne, il éclipse les autres souverains du début du Haut Moyen-Âge, c'est parce qu'il mit fin au règne des rois feignants. Vous connaissez tous la lignée des Dagobert, voilà, mais aussi car il a transformé le royaume des Francs par ses conquêtes militaires. Alors, il en a fait plusieurs. Il y a eu en Italie du Nord face aux Lombards, au Sud face aux Sarrasins. Alors, vous avez en tête le fameux épisode de la chanson de Roland. Ça se déroule... Roland de Roncevaux. Le Roland de Roncevaux, on en parlera tout à l'heure. Ça se passe quand il va en conquête en Espagne, parce que vous savez que l'Espagne, à l'époque, était aux mains des musulmans. Et à l'Est, face aux païens saxons, alors d'un chef de guerre qui est très connu, on va dire outre-Rhin, qui s'appelle Widukind. À la suite, alors il a soumis les Saxons à la suite de nombreuses et de violentes campagnes militaires. Quand je parle de violentes campagnes militaires, ça se finissait souvent la tête coupée sur les fleuves. Enfin voilà, on est vraiment dans une autre période. Durant le règne de Charlemagne, donc le royaume des Francs, il était composé d'un vaste territoire qui allait de l'actuelle Belgique jusqu'aux Alpes et qui allait des Pyrénées à Francfort. Et ce territoire, sous le règne de Charlemagne, il s'est agrandi considérablement avec, on va dire, l'annexion de la Lombardie, vous savez, c'est le nord de l'Italie, la Saxe, la Bavière, et ce qu'on appelle des territoires tampons, qui sont en fait appelés, entre guillemets, les Marches, qui étaient situés dans le nord de l'Espagne, en Bretagne et en Germanie. En fait, ces Marches, c'était des zones particulières qui servaient à faire tampon entre des peuples, on peut dire, moins soumis. Et il faut ajouter à ces territoires des peuples alliés aux Francs. Là, en fait, je vous dis alliés, mais je pense que le mot soumis serait plus approprié, avec les Bohèmes, les Croates, les Moraves, les Bretons, qui à l'époque étaient, on va dire, entre guillemets, indépendants, pour ne citer que ceci. Mais outre un conquérant, Charlemagne, c'est aussi un politique et un administrateur, on peut dire un administrateur hors pair, un ami des arts et de la culture, en fait un visionnaire. Il est en fait loin de l'image que l'on peut se faire du souverain moyenâgeux avec sa hache à la main. Enfin, c'était plus que ça. Son apport dans l'histoire de France, il est particulièrement important. Je vais m'y arrêter quelques instants. Au niveau de l'administration, en fait, pour contrôler ces différents seigneurs, ces différents, on va dire, princes, le roi, il envoya ce que l'on appelle des missi dominici. Ça signifie, en fait, en français, les envoyés du maître. En gros, mais vraiment pour comparer avec un terme actuel, ce sont un peu nos préfets. Voilà, c'était des envoyés qui représentaient un peu roi, voilà. Ils représentaient le pouvoir sur le terrain. Et pour être sûr qu'ils soient indépendants, ces missi dominici n'étaient pas originaires du territoire qu'ils devaient contrôler. Forcément, comme ça évitait un peu des problèmes. Du monde, Voilà. La culture et les arts sous Charlemagne, c'est un domaine qui est peu connu, mais ont tenu une place importante sous son règne. Avec la construction, ça commence sur l'ensemble de l'Empire, de cathédrales de style pré-roman, dont la chapelle d'Aix-la-Chapelle est le plus bel exemple, Aix-la-Chapelle, qui était à l'époque la capitale de l'Empire carolingien. Et l'empereur, il sut aussi s'entourer de lettrés et d'intellectuels. Là, on va en citer deux, il y en a eu énormément. Le premier, c'est Alcuin,
Alcuin, qui était d'origine anglaise, qui était un conseiller du roi qualifié d'homme le plus savant de son temps. Et le second, il s'appelle Éginiard. On est vraiment dans le prénom médiéval, hein, Oui. qui est l'auteur d'une vie de Charlemagne. En fait, c'était un peu, c'était le biographe de Charlemagne, une personne lettrée. Enfin, Éginiard et Alcuin, si vous devez en retenir que deux, ce serait ces deux-là, parce que ils étaient vraiment incontournables au niveau de la culture. Et puisqu'on parle culture, littérature, je te vois venir, Jean-Pierre, parce que tu en as parlé tout à l'heure. Oui. La fameuse chanson de Roland. Voilà. Qui rend hommage à Roland de Roncevaux. En fait, elle n'est pas contemporaine à Charlemagne, mais elle aurait plutôt été écrite au XIe siècle. Voilà. Et 3 siècles après, donc. 3 siècles plus tard, donc voilà. Donc, le Roland est bien un contemporain de Charlemagne, mais ce que l'on appelle la chanson de Roland n'a pas été écrite sous son Ça a dû règne. se transmettre de génération en C'est ça. génération par voie orale. Voilà, Puis ensuite, il y a quelqu'un qui a écrit ça. Tout à fait. Mais en fait, le symbole le plus fort au niveau de la culture sous Charlemagne, ça reste l'obligation de construire dans chaque évêché une école. C'est un texte qui est célèbre, qui s'appelle l'Admonitio Generalis, qui a été écrit en 789 et qui propose que les écoles soient ouvertes à tous, donc à tous les enfants, y compris ceux de conditions serviles. Donc, y compris les enfants des serfs, C'est ça, tout à fait. qui n'avaient pas de personnalité juridique. C'est ça, tout à fait. Et donc, Considérés comme des choses. voilà, tout à fait. Donc il y avait bien sûr les enfants qui devaient faire des études, notamment pour être ecclésiastiques. Ça, c'était obligatoire, notamment quand on était le deuxième d'une fratrie, parce que Le l'aîné... premier partait aux armes. Voilà, c'est ça. Le premier partait aux armes et le deuxième, en gros, fallait bien faire quelque chose, donc on le mettait plutôt dans les Et le ordres. troisième, il reprenait à la ferme. C'est ça, non mais c'est tout à fait ça. Et le deuxième, en allant dans les ordres, il était plutôt nourri par l'évêché, par les institutions ecclésiastiques. Ça faisait en gros une bouche en moins à nourrir, parce que vous savez qu'à l'époque, les conditions quand même d'alimentation n'étaient pas celles que nous connaissons aujourd'hui. Et aussi, un troisième point, au niveau du commerce et de l'économie. Donc le commerce sous l'Empire carolingien, il est en plein essor, avec notamment la création de routes et la confirmation de ce que deviendront les grandes foires. Quand on vous parle des foires de Champagne, alors ça va apparaître un peu plus tard, mais l'origine, c'est là, c'est sous l'Empire carolingien. Au niveau économique, le roi favorise une nouveauté, donc c'est la monnaie en argent, l'or devenant beaucoup trop rare et donc beaucoup trop coûteux. Et il n'existe pas à l'époque, attention, de finances publiques. L'empereur, pour financer ses politiques et surtout ses guerres, il n'avait que 2 ressources. Alors l'une, c'était des ressources certainement les plus importantes, mais elles étaient très irrégulières parce qu'elles provenaient des campagnes militaires. Et donc, bien sûr, une fois que la campagne était terminée, il y avait un butin de guerre, des pillages, etc. Donc ça permettait de financer une grande partie du trésor impérial, à condition bien sûr de revenir vainqueur. Enfin, quand on revient défait d'une campagne militaire, c'est plus compliqué. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est des ressources irrégulières. Mais par contre, il y a des ressources plus constantes. Ce sont les ressources tirées des domaines royaux qui appartenaient directement à Charlemagne. Pour vous la faire courte, vous avez un immense empire carolingien, mais l'empereur était en fait propriétaire de terres. Ça représente une toute partie de l'empire, mais il était propriétaire personnel de certaines terres et donc il pouvait en tirer très régulièrement des revenus. Alors, on peut peut-être dire pourquoi carolingien, parce que ça vient de Carolus. C'est ça. Donc, la déformation, la dénomination latine de Charles. De Charles, oui, tout à fait. Tout à fait. Et vu que... Et Charlemagne, c'est Charles Magnus, Charles le Grand. C'est ça, tout à fait. Charles le Grand. Et puisque tu parles un peu d'étymologie, à l'époque, puisque c'est Pépin le Bref qui Pépin est à le Bref. l'origine, c'était la famille des Pépinides. Tout à fait. Et après, avec l'avènement de Charlemagne, on appelait Avec ça les Pépin Carolingiens. d'Hérestal, qui était le grand-père de Pépin le Ouais, Bref. c'est ça. Le père de Charles Martel. Et donc, vous avez vu donc le règne de Charlemagne, c'est le début d'une période qu'on appelle la Renaissance carolingienne. C'est vraiment quelque chose de fondamental dans l'histoire du Haut Moyen-Âge. Et on peut dire qu'en fait, le roi des fainéants paraît alors bien révolu. D'ailleurs, fainéant, ça vient de fait néant. Voilà, ils ne font rien, ils faisaient le néant. Mais s'il y a une date qui doit être retenue du long règne de Charlemagne, c'est bien celle du 25 décembre 800, le jour de Noël de l'année 800, où Charlemagne était couronné à Rome par le pape en tant que Carolus Imperator Augustus, c'est-à-dire Charles Empereur Auguste. Auguste qui était bien sûr, on en a vu lors d'une précédente émission, le premier empereur de Rome. L'Occident avait alors retrouvé un empereur et une puissance inédite depuis la fin du 5e siècle. Le royaume des Francs n'avait pas de rivaux sur le continent. Charlemagne était alors l'égal de l'empereur de Byzance, qui existait toujours. Il y avait un empereur à Byzance et maintenant
un empereur en Occident, voire du calife musulman, qui étaient en fait les 3 personnalités d'envergure qui dominaient, on va dire, l'Occident à l'époque. Mais se pose alors un problème, et c'est là que les problèmes vont commencer, oui. C'est celui de la succession qui peut succéder à Charlemagne. Mais c'est ce qu'on va voir après une première pause musicale qu'on vous propose tout de suite à 13h16 en direct sur Radio Grand Lac. L'émission, c'est une autre histoire avec Julien. Ne partez pas, restez bien connectés, restez bien à l'écoute. On revient dans quelques minutes après une pause musicale. À tout de suite. À tout de suite. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. C'est une autre histoire. Nous sommes toujours en direct sur le 92.1, radiograndlac.com sur Radio Grand Lac, le grand bain de la vie locale. Et Julien, notre historien en chef, nous parle aujourd'hui des conséquences de la mort de Charlemagne pour l'Europe. Nous parlons en fait de la naissance de l'Europe à travers ce personnage extraordinaire, exceptionnel de l'histoire de France et de l'histoire de notre continent, Charlemagne. Julien, tu as la parole, on continue. Eh ben, on continue. Donc on a vu un peu les grands apports de Charlemagne pour l'Empire carolingien. Et à sa mort, donc le 28 janvier 814, il y a le problème de la succession qui se pose. Mais en fait, on va dire que la question elle est vite réglée, puisque à sa mort, c'est son fils Louis Ier, dit le Pieux, qui va prendre le pouvoir. Alors en fait, le pieux, c'est pas le lit, hein. Non, c'est pas le lit. Je te voyais venir, Jean-Pierre, sur le jeu de mots. J'y ai pensé quand j'ai écrit. Et en fait, pourquoi c'est Louis Ier dit le Pieux qui succède à Charlemagne ? Tout simplement parce que ses 2 autres frères sont morts en 810 et 811. Donc là, pas de problème. Charlemagne décède et c'est son fils, on va dire rescapé, qui va lui succéder. Les difficultés vont en fait commencer à voir le jour après la mort de ce dernier, donc on va être en 840. Mais on va revenir quelques instants sur le règne de Louis le Pieux, qui était loin d'être tranquille, vous allez le constater, on est plus dans Game of Thrones, vous allez voir, que dans la passation tranquille du pouvoir. Alors en fait, Louis le Pieux, il dut en fait faire face à une succession de raids. Alors, si je vous parle d'un peuple venu de Scandinavie, vous allez me dire les Vikings. Ben voilà, ça commence sous Louis le Pieux. Mais en fait, c'était pas son seul problème parce qu'il a dû également faire face à des révoltes de ses fils, Lothaire, Pépin d'Aquitaine et Louis le Germanique. Et il y a un 4e fils qui va un peu se greffer à tout ça, qui est issu d'une union, d'une seconde union, donc entre Louis le Pieux et sa 2e épouse, qui s'appelle Judith de Bavière. Et donc, le 4e fils, Charles II, dit le Chauve, il s'invitera plus tard dans ce que l'on va appeler le jeu des trônes. En fait, les querelles ne dataient pas d'hier, mais très précisément de l'année 817, année d'un texte qu'on appelle un capitulaire, qui prévoyait déjà la succession de Louis le Pieux. En fait, vous savez, puisqu'à l'époque, entre les épidémies, les maladies, les guerres, etc., on ne savait pas forcément quand le souverain allait décéder, et donc il fallait le plus tôt possible prévoir la succession. Et donc ce capitulaire, qui est en fait un acte officiel, il n'a pas fait que des satisfaits. En fait, il tente de faire une synthèse. Déjà à l'époque, on parlait de synthèse entre d'une part la tradition, donc la tradition que l'on a depuis très longtemps, ça date du 5e siècle, qui vise à diviser les territoires en parts à peu près équivalentes entre chacun des fils, et d'autre part une conception nouvelle qui est celle de l'indivisibilité du titre impérial. Donc en fait, on a d'un côté une règle de succession qui divise des territoires, et d'autre part, on a une indivisibilité du pouvoir impérial. Donc vous constatez déjà, rien que là, on a un problème. Et en fait, le problème, il est particulièrement épineux, mais Louis le Pieux, il va tenter de faire une sorte de synthèse, comme je vous l'ai dit. Donc Lothaire, qui est le fils aîné, il est nommé empereur associé, c'est-à-dire qu'il est associé à son père Louis le Pieux, et il a une autorité sur l'ensemble de l'Empire. Pépin d'Aquitaine, il reçoit, je vous laisse deviner, le territoire qui s'appelle l'Aquitaine, et Louis le Germanique, il va recevoir, je vous laisse deviner, un territoire qui s'est situé en Germanie, qui s'appelle la Bavière, que nous connaissons tous. Mais ces 2 derniers, ils obtiendront officiellement leur titre et leur terre qu'après la mort de leur père. Donc on a déjà une inéquité, parce qu'on a Lothaire qui est empereur associé, et en fait les 2 frangins qui sont un peu mis de côté, parce qu'ils n'auront une autorité qu'à la mort de leur père. En fait, cette synthèse, elle ne satisfait pas grand monde.
notamment les grands seigneurs laïcs qui ne comprenaient pas forcément ces nouveautés, qui eux voyaient plutôt soit une partage du pouvoir, soit un titre héréditaire, mais pas un peu un amalgame des deux. En fait, on a 2 empereurs, donc on a Louis le Pieux et son fils Lothaire qui sont empereurs associés. On a en plus de ça les enfants qui sont 2 rois. Mais alors, qui est-ce qui avait l'autorité et à qui les seigneurs devaient faire allégeance? Bref, la confusion, elle régnait, d'autant plus que, comme on l'a vu, patatras, en 823, Louis le Pieux et Judith donnent naissance à un 4e fils, Charles le Chauve, qui bien sûr étant un fils, doit légitimement obtenir des titres et des territoires. Et donc, pour faire plaisir à Charles le Chauve, en 829, ce qu'on appelle l'Assemblée de Worms, Charles, alors c'est un enfant, il est âgé de 6 ans, il est fait duc d'Alémanie, qui est un territoire qui comprend, on va dire, l'Alsace et une partie de la Bourgogne, mais qui est situé en fait sur les terres impériales de Lothaire. Pas facile tout ça. Pas facile tout ça. Donc vous comprenez qu'en fait, avec l'arrivée du 4e fils, il faut en fait, en gros, lui faire de la place. Voilà. Donc vous imaginez bien que les 3 autres frères, donc qui étaient en fait ses demi-frères, ne voyaient pas d'un bon œil les grâces offertes à ce dernier. On peut dire un peu ce parvenu, voilà, on peut dire ça. Et pour eux, en fait, la goutte d'eau Charles, c'est ce qui a fait déborder le vase impérial. Oh, bravo, Julien. C'est beau, Fallait la c'est beau. faire, ça. Ah oui, voilà. Et donc la révolte, vous l'imaginez, elle ne se fait pas attendre. Et dès l'année 830, donc on est juste après ce qu'on appelle la diète de Worms, et donc les troubles commencent et sont instigés en fait par les grands du royaume, qui s'estiment eux aussi lésés, parce que vous imaginez bien que bien sûr la priorité va au fils, mais il faut aussi contenter toute la famille, les cousins, les beaux-frères, etc., etc. Et donc, c'est un cousin germain et un proche de feu Charlemagne, qui s'appelle Vala, qui, justement, pour faire un peu de la place, a été exilé par Louis le Pieux et remplacé par un ami de Judith de Bavière qui s'appelle Bernard de Barcelone. Donc, on a déjà une première révolte, vous voyez. Un gentilhomme espagnol. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a une révolte. Alors, la femme, la seconde épouse de Louis le Pieux, Judith, emprisonnée à Poitiers. Et Bernard de Barcelone, il n'a pas le choix, il se réfugie à Barcelone. Voilà, c'est ça. Donc, devant ce relatif chaos, Lothaire, il est obligé d'annuler les dispositions de l'Assemblée de Worms et il décide, en fait, pour régler le problème, de régler seul. Et Lothaire, en fait, vous avez remarqué qu'en fait, Lothaire, il est seulement co-empereur. Il n'est pas encore empereur, parce que son père est toujours vivant. Mais en fait, il veut régner seul, sans son père. Et il promet ensuite de lui-même à ses frères Pépin et Louis le Germanique d'étendre leur territoire à l'insu, vous l'avez deviné, de Charles le Chauve. Vous avez vu quand je vous dis que Game of Thrones à côté, c'est de la gnognotte, on est exactement là-dedans. Bref, en fait, il faut concilier ce petit monde. Bref, comme disait Pépin. Voilà, comme disait Pépin, il faut concilier ce petit monde, bien sûr chacun est très ambitieux, et Louis le Pieux, de l'autorité qui lui reste, il organise un nouveau partage entre Louis, Pépin et Charles, qui obtiennent des territoires à peu près équivalents, et Lothaire qui ne reçoit, donc lui, plus que l'Italie. Bref, Pépin, Lothaire et Louis, ils n'en veulent pas. Ils désirent être associés directement aux décisions impériales et ils s'opposent rapidement à leur père par les armes. Vous avez vu qu'à l'époque, on avait un grand sens de la famille. Si les 2 derniers, Lothaire et Louis, se soumettent rapidement, en fait, Pépin d'Aquitaine, il ne l'entend pas de cette façon et lui, il est déterminé à obtenir plus de pouvoir. Je vous la fais courte, mais Pépin d'Aquitaine, il est fait prisonnier, il perd son royaume d'Aquitaine en l'an 832, au profit, il revient de son demi-frère Charles, qui est tout content de récupérer les terres de son demi-frère. En 833... Si tout le monde arrive à suivre, c'est bien. Voilà, c'est ça. En 833, rebelote, Lothaire, vous avez vu, qui a dû partager encore le gâteau, il incite ses frères à prendre les armes contre son père Louis le Pieux, mais là, il a un atout en poche, c'est le pape Grégoire IV qui soutient, on va dire, les fils contre leur père, parce que Grégoire IV, il voit bien qu'il y a un problème, et lui, il est surtout soucieux de l'indivisibilité du titre impérial. En gros, l'empire d'Occident, l'empire carolingien est un empire chrétien, bien sûr, et le pape veut que cet empire reste, en fait, unique, qui est en gros un allié catholique de poids sur le continent. La confrontation, elle arrive à grands pas, elle se déroulera dans les environs de Colmar, mais en fait, de bataille, il n'y en aura pas, ou peu, car en fait, les uns après les autres, les soutiens de l'empereur Louis le Pieux désertent petit à petit le champ de bataille, malgré leur serment de fidélité. En fait, vous avez les grands seigneurs du royaume
qui ont prêté allégeance à Louis le Pieux, mais qui en fait, ayant vu que le pape n'était pas de leur côté, c'est ce qu'on appelle l'épisode du chant du mensonge qui date du 24 juin 833. Donc Louis le Pieux, il se retrouve en fait seul, ou quasiment, et il n'a plus le choix. Il est même destitué de son titre d'empereur, après un procès organisé par son fils aîné Lothaire, et il est envoyé, dans un monastère à Soissons, comme ça, on est tranquille, et il est contraint de faire pénitence à vie. Sa femme Judith, elle est enfermée dans un monastère en Italie, et Charles, il est confié à des moines en Allemagne. Voilà, comme ça, tout le monde est séparé. Voilà, on se débarrasse du papa, de la belle-mère et du demi-frère. Voilà. Donc il reste Lothaire, on l'a vu, qui ressort vraiment vainqueur de cette confrontation. Mais Louis, donc le frère Louis le Germanique et Pépin, qui est revenu, il voit d'un mauvais œil l'hégémonie voulue par Lothaire, et vous le devinez, bien sûr, une nouvelle révolte éclate en 834 et permet le retour en 835 de l'empereur Louis le Pieux, après un concile qu'on appelle le concile de Thionville. En politique, on n'est jamais fini en politique. Ah non, jamais. Ça date déjà de plusieurs siècles. Jamais. Bref, comme je vous l'ai dit, on est vraiment dans Game of Thrones pour ceux qui connaissent la série. Voilà, on a vraiment des renversements d'alliances perpétuels. Les frères qui s'allient contre le père qui va s'allier avec les frères contre les autres frères. Enfin bref. Et donc Louis le Pieux qui revient, il décide d'un nouveau partage. Alors en fait, il décide de priver son fils Louis de ses territoires germaniques à l'exception de la Bavière. Lothaire, lui, il choisit les terres les plus orientales et Charles reçoit les terres à l'ouest, dont l'Aquitaine. En fait, l'Aquitaine est dépourvue de roi, puisque Pépin est mort en 838, donc il faut faire donc on va dire que la place est libre, et donc c'est Charles qui bénéficie des territoires de Pépin. Mais Pépin, il est mort en 838. Mais Pépin, il est mort, il a bien des fils. Bah oui. Donc forcément, il faut bien contenter les fils de Pépin d'Aquitaine. Donc vous l'aurez compris, rebelote, une nouvelle révolte. Alors, je vais pas rentrer dans le détail, mais le problème, il n'est pas réglé à la mort de Louis le Pieux, donc en 840, et donc la légitimité de Lothaire à devenir en fait le seul empereur, ça pose encore des questions. Et en fait, il y aura une confrontation qui est là inévitable, elle se déroulera en juin 841, dans une ville qui s'appelle Fontenoy en Puisaye, on est dans l'ouest de la ville d'Auxerre, et en fait, sur le champ de bataille, on retrouve Lothaire, qui s'est allié à son neveu Pépin II d'Aquitaine, qui est en fait le fils de Pépin d'Aquitaine, vous avez compris. Et face à Lothaire et à Pépin II, on a Louis le Germanique et son demi-frère qui sont maintenant alliés, Charles le Chauve. Chaque camp, vous imaginez, a fait appel à ses vassaux et seigneurs fidèles. Mais qui va remporter cette confrontation décisive ? Eh ben, je pense qu'on va le voir après cette deuxième pause musicale, Jean-Pierre. On fait une pause pour faire le point. Pour faire le point un petit peu, se remettre tout ça en tête. On continue avec Stromae, Papa Outé. C'était un petit peu ce qu'on devait se demander du temps de Charlemagne. Voilà, sur les champs de bataille, sur les champs de bataille, Papa Outé. On y va, on revient tout de suite. Ne partez pas. C'est passionnant cette histoire avec Julien tout de suite. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux. C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. Nous sommes au mois de janvier. Charlemagne était mort un mois de janvier, donc il est normal que notre ami Julien, notre historien, nous parle des conséquences de la mort de Charlemagne pour l'Europe, pour en fait notre continent, notre vieux continent. Et Julien va nous continuer cette chronique avec toujours le même brio. Vas-y Julien, on t'écoute. Donc, nous sommes maintenant au mois de juin 841, et plus précisément le 25 juin. Et c'est ce jour que se déroule la confrontation, comme on l'a vu avant la pause musicale, entre, on va dire, les fils et neveux de Louis le Pieux pour savoir qui allait avoir la prédominance sur l'héritage de Charlemagne. La confrontation, donc, elle se déroule, c'est un samedi, le 25 juin 841, et elle aboutit à une victoire de Louis et de Charles, après une bataille qu'on va qualifier de décisive. Donc Lothaire et son neveu Pépin II sont vaincus, et 6 mois plus tard, on est le jour de la Saint-Valentin, le 14 février 842. Est-ce que c'est important quand c'est le jour de la Saint-Valentin ? Non, mais je suis pas sûr que... Est-ce que c'est un détail dans l'histoire ou pas ? Non, mais c'est marqué 14 février, donc fallait que j'en parle, parce qu'on aurait pu également faire une émission là-dessus. C'est un message pour Marion, ça. Voilà, tout à fait. Donc les frères, les alliés, on va dire,
il prononce un serment, c'est le serment de Strasbourg, qui est une alliance militaire d'entraide contre Lothaire, qui est bien sûr battu, mais qui est toujours là. Et ce texte, il a une importance fondamentale, parce que c'est l'un des premiers à être écrit et proclamé en langue romane, et non en latin, afin d'être compris par tous les sujets, et tous les soldats, bien sûr. Et Louis le Germanique, il fera de même, il prononcera ce fameux serment de Strasbourg, en langue, ce qu'on appelle la langue tudesque, qui est en fait l'ancêtre de l'allemand que l'on connaît aujourd'hui. Lothaire, vous l'avez constaté, il est pris en étau, il est pris sur 2 fronts, et il doit donc négocier une paix équitable, et donc morceler l'Empire carolingien en 3. La conséquence, c'est le traité de Verdun, qui est signé en août 843. On ne connaît pas forcément la date, mais les historiens pensent qu'il s'agirait plutôt d'un jour situé autour du 10 août. Comment est-ce que l'on connaît la date du 10 août ? Parce que le traité original, bien sûr, a disparu. En fait, c'est parce que nous avons retrouvé dans des archives un marchand qui était dans les environs de Verdun et qui signale dans son carnet de compte, en fait, une livraison très importante en vue de la signature d'un document autour du 10 août. Donc, c'est comme ça que l'on pense que le traité de Verdun a été signé autour du 10 août. Et donc, l'importance de ce traité, elle est fondamentale. Charles II, donc on parle de Charles le Chauve, reçoit la Francie occidentale, appelée dès le XIIIe siècle la France. Donc on est vraiment là sur l'origine de ce qu'on appelle le royaume de France. Et c'est en fait la disparition du terme de Gaule qui était utilisé depuis plus de 1000 ans pour désigner en fait cette zone géographique. On est dans l'ouest de la France actuelle. Louis le Germanique, il reçoit ce que l'on appelle la Francie orientale, appelée plus communément la Germanie. Et en fait, la Germanie, c'est le futur noyau dur de ce qui deviendra le Saint-Empire romain germanique. Et Lothaire Ier, qui est toujours là, il récupère ce qu'on appelle la Francie médiane. Alors en fait, c'est simple, c'est ce qui est entre la Germanie et la Francie occidentale. En fait, pour vous expliquer un peu, ça parle des Pays-Bas actuels jusqu'au nord de l'Italie. Il garde le titre impérial et sa capitale est fixée à Aix-la-Chapelle, comme son grand-père Charlemagne. En fait, du considérable empire de Charlemagne, il ne reste plus que 3 royaumes, et le traité de Verdun, c'est en fait un compromis. Il affaiblit l'empreinte impériale sur l'Europe, de par sa situation géographique, cernée à l'ouest par la Francie, et à l'est par la, entre guillemets, Germanie. Il y a en quelque sorte, ici, vous avez les prémices d'un antagonisme qui durera jusqu'au XXe siècle, qui est en fait l'antagonisme entre la France et les Allemands. La Francie et la Germanie. Eh bien, ça date de là. Mais quelles sont alors les conséquences de ce traité de Verdun ? Eh bien, clairement, l'empire de Lothaire, il va peu à peu se désagréger, au profit surtout des terres germaniques qui annexeront petit à petit l'ensemble de la Francie dite médiane. Et parce que vous imaginez bien que Lothaire, il va avoir des enfants, et donc, puisqu'il faut partager à chaque fois les terres, vous imaginez qu'à la fin, un territoire, si vous avez 2 enfants, vous le partagez en 2, si vous le partagez en 3, vous avez 3 territoires, etc., etc. Et donc, forcément, du côté de la Germanie, on va en profiter pour petit à petit prendre ce territoire. D'ailleurs, Lothaire, qui est mort en 855, il dut partager son royaume entre ses 3 fils, et donc vous imaginez bien que, comme je l'ai expliqué, l'influence de ce territoire a été petit à petit réduite à peau de chagrin. Un grand nombre d'historiens estiment que le traité de Verdun, c'est l'acte fondateur de la naissance des nations françaises et allemandes, même si à l'époque, bien sûr, les sujets, ils n'avaient pas le sentiment d'appartenir à une nation. Le terme n'existait pas. Ou à un roi qu'ils ne connaissaient d'ailleurs pas pour la plupart. Au sein d'un même royaume, en fait, cohabitaient parfois plusieurs langues, plusieurs coutumes, plusieurs unités de mesure même. En fait, la religion catholique, c'était le seul facteur d'appartenance à un ensemble très vaste qui était l'Occident et qui était en fait le cœur de la chrétienté. C'était le seul vecteur d'appropriation d'un territoire, c'était la religion. Mais vous imaginez que dans une société dont la population paysanne représente l'ultra-majorité, on peut même penser 90-95% de la population, ces considérations un peu politiques, elles étaient pour le moins lointaines. En fait, Charlemagne, il a lutté toute sa vie pour devenir le descendant des empereurs romains, ce qu'il a réussi. Ça a été un empereur sacré par le pape, ça veut dire qu'il avait même l'onction du descendant de Saint-Pierre. Vous imaginez, c'était quelque chose d'hyper important. Il avait une autorité à la fois temporelle et spirituelle, mais en fait, les conflits entre ses successeurs ont mis fin à une vie de labeur. Charlemagne, il est né,
il est décédé en janvier 814 et son héritage, que l'on a vu qui est considérable, il s'est évaporé dès 843, c'est-à-dire 29 années plus tard. En fait, l'Empire carolingien n'était pas mûr pour rester soudé. Il était à cheval entre une tradition ancienne de partage des terres et la nécessité d'unir des peuples sous la couronne impériale, comme ce fut le cas sous l'Empire romain. En fait, vous avez vu, vous savez, l'empereur romain, c'était un chef politique, un chef spirituel. Et au niveau de la désignation, il y avait une seule personne, c'était soit un descendant direct, soit une personne qui était méritante, qui était adoptée, et on réglait comme ça les problèmes de succession. Il n'y avait pas non plus au sein de l'Empire carolingien une union linguistique, et l'Est de l'Empire, qui a été conquise assez récemment, comme on l'a vu, du côté de la Saxe, n'avait souvent pas abdiqué les anciennes croyances païennes. En fait, les Saxons, ils s'étaient convertis, justement pour garder la vie sauve, mais secrètement, ils gardaient en fait leurs anciens rites et leurs anciennes coutumes. Vous constatez qu'on est loin d'un empire avec une langue, une foi et un seul souverain. C'était vraiment quelque chose de très disparate. En ce qui concerne les règles de succession, parce qu'on a vu, c'est ça qui posait le problème. Pour le royaume de France, elles ne s'établiront qu'avec l'avènement des Capétiens. Et en fait, les Capétiens, je vous le dirai tout à l'heure, ont fixé 3 principes. Les descendants du Capet. Du Capet, voilà, tout à fait. Une succession exclusivement réservée aux hommes. Alors en fait, il ne faut pas y voir un machisme de la part des souverains, mais en fait, c'est seulement la volonté d'éviter le partage du royaume à un prince étranger. Lorsque vous mettez au monde un fils, il se marie avec une princesse qui est étrangère, mais vous avez toujours la même lignée royale. Si vous donnez le royaume à une femme, cette femme va se marier à un prince étranger, et après, le sang royal va se dissoudre, et vous le savez que c'est plutôt du côté des hommes que l'on prend les noms et les territoires, et donc avec un risque petit à petit de voir la race royale s'éteindre. Le deuxième principe, c'est une succession en faveur de l'aîné, afin de l'associer le plus tôt possible aux décisions du roi. Et enfin, troisièmement, c'est une désignation du successeur du vivant du souverain, soit en l'associant, ou alors en le désignant par testament. Comme ça, pas de problème, c'est écrit noir sur blanc. C'était le but aussi des rois ensuite que leur fils soit sacré avant leur mort, tout à fait. Pour échapper à toute guerre après. Et d'ailleurs, ces dispositions qui ont été prises par les Capétiens, elles ont plutôt bien fonctionné, parce qu'elles ont duré quand même plus de 1400 ans, pour ne prendre fin, bien sûr, qu'à la chute du roi lors de la Révolution française. Et elles ont même continué après avec Louis XVIII et Charles X. Bien sûr, Louis XVIII, Charles X, etc. En fait, l'empire de Charlemagne n'est plus, mais sa dynastie, elle va perdurer, on va dire difficilement, jusqu'en 887. 987, c'est très facile. 987. Je dis quoi 887. Ah non, c'est 987. 987, c'est facile à retenir. Avec l'avènement du Capet. Hugues Capet, est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'il s'appelait Capet ? Parce qu'il avait une cape. La cape de Saint-Martin. La cape de Saint-Martin, tout à fait. Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelait Hugues Capet. Mais ça, bien sûr, c'est une autre histoire. Merci Julien pour cet exposé très brillant, comme toujours, sur les conséquences de la mort de Charlemagne pour l'Europe. Alors, on a compris la complexité des règles d'évolution et de succession quand on est empereur, quand on est roi, quand on se partage des territoires. Et je pense qu'on va avoir plusieurs questions à te poser. On fait la dernière pause musicale de cette émission, 13h46, toujours en direct. Et on te retrouve dans quelques minutes, dans quelques petites minutes, pour te poser des questions. Ne partez pas, restez bien à l'écoute. Radio Grand Lac, on est là avec vous. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. C'est la radio autrement, c'est la radio de cœur, c'est la radio aux fortes valeurs humaines, et puis c'est la radio que l'on fait avec vous et pour vous. On donne la place à nos 40 bénévoles. Ils font leur émission avec passion, et notamment, Julien qui vient de nous parler pendant 50 minutes, quasiment des conséquences de la mort de Charlemagne pour l'Europe. C'est vraiment la radio autrement, mais c'est si on en croit vos messages et vos encouragements que vous aimez, et rassurez-vous, on va continuer comme ça. Alors, Julien, suite à ton exposé, on a eu quelques questions pendant la pause musicale. Est-ce que ce sont des questions pièges ? Je ne sais pas, je te les pose. Julien, tu nous as parlé de nombreux souverains durant cette intervention, mais quelle est l'origine des surnoms des rois ? D'ailleurs, pourquoi en portaient-ils ? Oula ! Jean-Pierre, l'explication, elle est simple. En fait, elle provient du fait, comme vous le savez, la tradition voulait que le fils aîné, qui était bien sûr appelé à régner,
il porte le nom de son papa. Et bien sûr, de son grand-père et ou d'un ancien roi illustre. Alors tout ça, c'est pour continuer la dynastie, pour s'inscrire dans les pas de, on va dire. Et bien sûr, dans ce cas-là, il y a un risque de confondre les souverains parce qu'ils ont, bien sûr, chacun le même prénom. Et donc, c'est pourquoi, en plus de la numérotation, donc on sait, Louis Ier, Louis II, Louis III, etc., est donné un surnom. Alors, en fait, ce surnom, c'est en fait un adjectif qui définit le roi ou son règne. On va peut-être donner quelques exemples. Alors, bien sûr, ces surnoms sont donnés après la mort du souverain. On ne le donnait pas de son vivant. Alors, en fait, Louis, c'est une contraction du prénom Clovis. Clovis. En fait, vous enlevez le C, vous avez Lovis, et en fait, vous retrouvez Louis. Parce qu'en fait, le V et le U en écriture romaine, c'était la même chose. Donc, en fait, Louis, ça vient de Clovis. Charlemagne, en fait, c'est le latin, si j'ai bonne mémoire, c'est Carolus Magnus, signifie Charles le Grand. Voilà. Et il a eu plusieurs fils, donc on a vu Pépin. Et Pépin, il s'appelait Pépin parce que son grand-père s'appelait Pépin le Bref. Charles, le fils qui s'appelle Charles, vous devenez pourquoi est-ce qu'il s'appelait Charles? Est-ce que c'est comme Charlemagne? Et Louis, Louis, vous comprenez pourquoi est-ce qu'il s'appelait Louis? En fait, Charlemagne, il voulait placer sa dynastie dans les pas du premier roi de France. Bien sûr, c'est en appelant son fils Louis comme Clovis, vous imaginez que vous avez là un illustre ancêtre, même s'il n'est pas par le sang, mais il l'est par l'histoire et par la dynastie. Mais on va revenir aux surnoms. En fait, ils sont donnés à la mort du souverain, avec une exception, celle de Charles Martel, qui était le grand-père de Charlemagne, qui ne fut pas roi, mais seulement, comme on l'a vu, maire du palais. L'équivalent du Premier ministre. C'est ça. Martel, ça signifie marteau. Le marteau, c'était une arme qui était utilisée au Moyen-Âge. Et en fait, le fait de l'appeler Charles Martel, ça qualifiait surtout la force et la vaillance de Charles sur le champ de bataille, notamment à Poitiers. En 732 à Poitiers. Voilà, c'est ça. C'est vraiment une date très importante dans l'histoire de France. Pépin, donc le fils de Charles Martel, il est surnommé le Bref. Alors, c'est pas parce qu'il a eu un règne court, parce qu'il a régné 17 ans, mais c'est en fait du fait de sa taille. Parce qu'en fait, au Moyen-Âge, bref, ça signifiait petit. Si on revient encore dans la famille de Charlemagne, on a parlé de Louis Ier, dit le Pieux. En fait, Louis, il s'appelle le Pieux parce qu'il s'est fait remarquer par sa politique religieuse, notamment la réforme des monastères et le respect des terres pontificales. C'est vrai qu'il n'a jamais attaqué le pape ou il n'a jamais été en désaccord avec le pape, donc il était très pieux. En fait, on l'appelle aussi Louis le Débonnaire, mais ça c'est par une seule source, donc c'est pour ça qu'on l'appelle plutôt le Pieux. Et le Débonnaire, ça vient du latin très doux. Vous voyez, donc ça qualifie un peu comment était le souverain. C'était pas un guerrier, quoi. Voilà, c'est ça. Louis le Germanique, il est appelé ainsi parce qu'il avait la partie la plus à l'est de l'Empire, donc Louis le Germanique. Le surnom de son frère, de son demi-frère plutôt, Charles, dit le Chauve, s'explique par sa nomination en tant qu'abbé de Saint-Denis. Saint-Denis, vous savez que c'est là où il y aura la nécropole des rois de France. Voilà, donc c'est très important d'être abbé de Saint-Denis. Et en fait, puisqu'il a été abbé, il s'est rasé le crâne en signe de sa soumission à l'Église. Donc on retrouve Charles le Chauve. Dernier exemple, donc le fils de Charles le Chauve qui s'appelle Louis II, dit le Bègue. Vous avez compris pourquoi est-ce qu'il s'appelait Louis le Bègue, parce qu'il avait des difficultés d'élocution. On n'est pas dans le corneau là, où il y a le Bègue. C'est ça. Et on peut multiplier les exemples. Bien sûr, Louis XIV, c'était Louis le Grand. Louis XV, Louis le Bien-Aimé. On a également Louis VI le Gros. Louis VI le Gros. Vous allez sur Louis X le Hutin. Le Hutin. Vous avez Louis le Posthume parce qu'il est mort très jeune. Voilà, vous avez pour la plupart parfois des surnoms. Pour Louis VI le Gros, vous regardez sur Wikipédia, vous comprendrez pourquoi est-ce qu'on l'appelle Louis VI le Gros. Ça se voit déjà qu'à l'époque, il avait un léger embonpoint. Embonpoint. Alors, bien sûr, la question que tout le monde se posait quand tu nous parlais de Charlemagne, dans la célèbre chanson Sacré Charlemagne de France Gall, nous nous souvenons tous des paroles qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école. Non, Jean-Pierre, il faut que tu nous le fasses avec l'air, Jean-Pierre. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école. C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Mais voilà, vous voyez, c'est ça, c'est Radio Grand Lac. Mais est-ce bien Charlemagne qui inventa l'école en France ? En fait, Charlemagne, il n'a pas inventé l'école, ou il n'a pas inventé un système éducatif organisé. Les premières écoles, elles sont apparues bien plus tôt en Mésopotamie, dès l'apparition de l'écriture. La Mésopotamie, c'est l'Irak actuel. L'Irak, voilà, c'est ça. Et en fait, la Mésopotamie, qui était en fait
c'est là où on a créé l'écriture. Et d'autres écoles furent ouvertes dans l'Antiquité. Donc bien sûr, on en avait en Égypte, en Grèce, dans l'Empire romain, et même chez les Aztèques. On a retrouvé des écoles au-delà de l'océan Atlantique. Mais en fait, s'il n'a pas créé l'école, il a donné un élan à l'éducation, avec, comme on l'a vu, le document qui s'appelle l'Admonitio Generalis, que j'ai rapidement évoqué. Mais on va peut-être en profiter. Parce donc que c'était en 789. C'est ça. Et j'ai retrouvé en fait les principales dispositions de ce texte. Alors, dans le texte, c'est en latin, mais je vais pas vous le faire en latin, vous imaginez bien, je vais vous le dire en français. Voilà. Qu'on rassemble les fils de conditions modestes et les fils bien nés. Déjà, c'est une nouveauté. Qu'on établisse des écoles pour l'instruction des garçons. Vous imaginez bien que les femmes n'avaient pas droit à l'instruction à l'époque. Que dans chaque monastère, on enseigne les psaumes, les notes, le chant, le compute. Alors, en fait, le compute, c'est le cycle du calendrier, parce que c'est très important dans une société où la religion est très présente, de connaître les cycles des calendriers, les fêtes, les saints. Enfin, vous imaginez, ça donne un cours entier. La grammaire, et qu'on dispose de livres bien corrigés. En fait, dans les monastères, il y avait deux écoles. L'une qui servait à l'éducation des futurs membres du clergé, et l'autre destinée aux enfants des laïcs. Alors en fait, chers élèves, ou chers ex-élèves, faut pas en vouloir trop à ce bon vieux Charlemagne. L'invention de l'école n'est pas de son fait. Seulement une éducation plus, on va dire, entre guillemets, accessible. Et l'éducation, vous l'imaginez, n'était dans le fait que réservée qu'à une petite partie de la population. Vous imaginez que dans une population, comme on l'a vu, qui était très majoritairement paysanne, il fallait plutôt que les enfants travaillent au champ. Et même les parents, ils préfèrent avoir leurs enfants à côté d'eux, à les aider au champ. Les aider au champ plutôt que d'aller à l'école. Pour eux, c'était plutôt une perte de temps. Alors, bien sûr, aujourd'hui, c'est le fait de travailler à l'âge de 6 ans qui peut paraître comme une perte de temps. Mais voilà, à l'époque, c'était comme ça. On avait besoin de bras pour travailler dans les champs. Je sais pas, on n'a pas d'autres questions? Non, c'est bon, Julien. Eh ben, ce sera le mot de la fin pour cette émission médiévale. C'était la première fois qu'on parle du Moyen-Âge. Oui, qu'on parlait du Moyen-Âge, mais ce ne sera pas la dernière parce que c'est passionnant aussi le Moyen-Âge. C'est pas évident, mais c'est vrai que c'est passionnant. Donc, vous avez pu voir, donc J.R.R. Martin, je vais le faire en anglais, J.R.R. Martin, qui est en fait l'auteur de Game of Thrones. Il a en fait rien inventé. Je pense qu'il doit être très féru d'histoire carolingienne pour faire Game of Thrones. Et le mois prochain, donc on se retrouve le vendredi 4 février et on va parler de la célèbre bataille d'Iwo Jima qui débuta le 19 février 1945. C'est une bataille fondamentale de la guerre du Pacifique. Ça fera le pendant avec l'émission du mois dernier où on a parlé de Pearl Harbor, qui a été une défaite américaine. Et là, on va parler d'une des défaites japonaises, une victoire américaine, et qui va être cruciale dans la guerre du Pacifique. Et on va expliquer pourquoi, comment est-ce qu'une île de quelques kilomètres carrés, qui est en fait un aérodrome, un porte-avions fixe, dont les Américains pensaient mettre fin à toute résistance au bout de 3 jours, ça en fait durer 5 à 6 semaines. Et donc on va voir pourquoi. Et pourquoi Iwo Jima, c'est encore une date qui est très importante, autant par les Américains et du côté japonais, encore aujourd'hui, près de 80 ans après la fin de cette bataille. Et ben tout ça, c'est une autre histoire. C'est ça. C'est une autre histoire. Donc on te retrouve le 4 février à 13h en direct. On fait des bonds en avant, on va au Moyen-Âge. Oui, là on était au Moyen-Âge, voilà. Maintenant on revient au XXe siècle. En tout cas, merci Julien. Merci Jean-Pierre. Et puis continuez à écouter Radio Grand Lac, simplement pour vous dire que ce soir à 19h, c'est Christian, notre ami Christian, qui vous présentera sa note bleue, émission sur le jazz. Il va faire un peu un condensé de tous les albums de jazz sortis en 2021. Donc vous savez que c'est une des émissions les plus qualitatives en France sur le jazz, et Christian est un passionné, est un sachant dans ce domaine. Donc c'est ce soir à 19h, et puis demain soir bien sûr 120 minutes actu de 21h30 à 23h30 avec notre équipe de jeunes autour de Corentin. Bon après-midi à l'écoute de la programmation musicale de Radio Grand Lac. Bon après-midi. Merci pour votre fidélité, merci pour votre écoute. On est là pour vous, on est là avec vous. Bon après-midi à tous, à bientôt. Merci Julien. Merci Jean-Pierre. À bientôt, au revoir.